Oui. Ah oui, vous me rappelez, hein. Bah, tant mieux parce que ça me pourrait euh, résulter en un enregistrement différé des contenus. Il se peut que j'essaie de faire les choses un peu en anglais. Vous l'avez déjà noté, je pense, dans l'introduction. Je voudrais bien que tous les contenus sont créés en anglais. Et ça demande un certain temps de présentation, de préparation, mais on verra bien ce que ça donne. So, ladies and gentlemen, welcome back to the unit number 2, and this is called Communication Patterns. And in this unit, we are focusing on some additional communication patterns like the scatter, the gather, the stencil. And these communication patterns come in a complementary fashion with a map, I think, communication pattern that we did already check on the last unit. And just to remind you, the map is a configuration where each entry, considering that you have an array, each entry of the array will be exactly providing a same equivalent output on the result. So A of I gives, as an entry, gives B of I on the output. A of I plus 1 gives the B of I plus 1 in the output. And this goes on for the whole set of data that we have on the memory. And this is called the map. This is what we did check on the last session. So for today, we're focusing on the additional elements, communication patterns. We did already check on them. I'll be reminding them. And we will also talk about some of the things that we know about from CPU-based parallelism. And this is relative to global and shared memory and the synchronization patterns that we already know about. Okay, so I think that you remember the synchronization patterns that we mentioned in the first semester. Do you remember something called barrier synchronization? There's also something else that's called, I think, mutex, mutual exclusion. Remember this? Mutual exclusion. So I hope that everybody's following me. I noticed that when I started speaking English, some students did not react. Alors, vous êtes toujours avec moi? vous êtes معايا يا جماعة؟ Donc, j'ai Imen, Atidel, Rabir, Sabrine, Céline, Drous, Najla, Raouda et Siza. Donc, il y a un message. Oui, nous sommes là. Parfait. Donc, c'est juste, disons, pour ne pas perdre un peu. Donc, Rabir Saïd, elle dit oui, je suis là. Bien. Alors, admit Ned. Juste pour information, ça c'était le pattern de communication de type map. Et dans le map, en fait, il y a donc une entrée de chaque array qui fait correspondre une sortie de chaque array en sortie. So every entry in the input memory array is going to be relative to a given output. So there are some other communication patterns like I would say, what we have here is a scatter. This is the scatter, where donc, Sirin is trying to join us. So I was saying that the scatter is where you have one element in the array that's going to affect multiple elements in the output. The gather is where you have multiple elements, I would say, from an array that are going to be affecting one position.
And there's also some other cases where we might be swapping or changing the positions of different elements, like when we make an ordering of elements. So in the first case of gather, I think that we know the case where we have to make an average, for instance, between different positions. So this communication pattern allows many elements to come together in an output result. And this is the case where we make, for instance, filtering of images, where we take different positions from a given image and we compute an average of them and affect, for instance, these 3 values or these 5 values to a given position. And this goes on and on and on for all the different positions in the array. So this is exact for averaging. This is also exact for the Gaussian blurring. The Gaussian blurring is where we make the image a bit blurred in order to reduce noise. And this is going actually to be the homework for the practice exercise number 2, the programming exercise homework number 2, where we are going actually to consider a Gaussian mixture. And we are going to get back on it on later sessions. So this goes on and on when we take different positions and they get, all 5 of them, the black ones get to this one, and all blue ones get to this next coming pixel. The scatter pattern is where neighbors are affected by one value, and in this case, one position is going to affect all the other positions near to it. And in this case, each thread considers a set of neighboring elements and writes on them. So one challenge in this case is that we might have some synchronization issues. As you may know, when we try to write with different threads to different positions, like in this case, we might end up having some concurrency between different threads, and in this case we might have to consider how to prioritize the operations. And yeah, so the idea is simple here. We might be scattering from one position to different others, right? So we consider this challenge where we have seen the following exercise. So the question is, are we going here to have a map, a gather, or a scatter? What do you think about it? Les mémoires qu'on a maintenant rencontrées jusqu'à présent, elles sont de 3 types. Il y en a les mémoires dites locales, et c'est une mémoire qui est utilisée pour chaque thread à part. Il y a les mémoires qui sont dites partagées, ou bien shared memories, et c'est les mémoires qui sont partagées entre les différents threads d'un même bloc. Et il y a les mémoires qui sont dites global memory, et à ce niveau-là, on va avoir accès à un espace mémoire qui va être en fait dans le GPU, dans la carte graphique, et qui va être visible pour l'ensemble des blocs qui peuvent par exemple utiliser cet espace-là pour enregistrer des données là-dessus. Et depuis ces données-là, ils pourraient envoyer ces données-là vers le host. Donc là, on est sur le device. Et ce qu'on va voir là, il pourrait être partagé vers le host. Alors, threads from one kernel can read and write on it. Threads from another kernel can do the same. Accessible to all threads everywhere. So, bien sûr, les threads, ils sont à travers les blocs. Et les blocs, ils interagissent avec l'espace partagé. L'espace global plutôt. Donc là c'est le schéma global. Donc je fais pas une présentation grand écran pour essayer de voir un peu la liste des étudiants qui sont encore actifs avec moi. Alors, en gros, on a la mémoire host, c'est la mémoire RAM de notre PC. Et la mémoire host, elle va interagir avec le CPU. Et en fait, on pourrait copier depuis la mémoire host vers la mémoire device.
qui va être la global memory. Et c'est le CPU qui va se charger, en fait, notre logiciel sur le PC qui va se charger de créer un peu les blocs. Par exemple, les blocs du kernel 1, et ça c'est des blocs pour un autre kernel. Et on va aussi avoir d'autres mémoires qui sont par exemple locales ou bien partagées. Et juste pour voir comment déclarer et comment avoir la nuance entre ces trois types de mémoire, on va voir des bouts de code dans un instant. Mais avant ça, un quiz. Juste pour voir si vous êtes encore... Oui? Oui, oui. Ça marche, mais vous pouvez revenir dans le diagramme là, de mémoire GPU. Ya. Avec plaisir, oui. Ah. Ici, je comprends pas vraiment le diagramme. Le mémoire host, Ah. c'est-à-dire si le GPU, le global memory, il va envoyer des données sur le mémoire host. En fait, c'est le host qui envoie vers le GPU. C'est ce qu'on a fait en fait dans le premier exemple de bout de code avec CUDA. En fait, dans CUDA, on copie la mémoire, on prépare en fait les données sur la mémoire host, sur la mémoire du PC, la RAM, et on copie vers le GPU. Même copy host de device. Vous vous rappelez de cette instruction-là? Host de device. Le local mémoire à l'intérieur du GPU, c'est-à-dire il va interagir dans le GPU, c'est ça? Oui, c'est un peu ça, oui. Ça c'est le GPU en fait. Et en fait, si on termine avec le GPU, on copie depuis device, même copy device to host, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y a une flèche en double sens. Oui, mais je vois le local memory, oui. Très. Ah ouais, la local memory, vous allez voir le code dans un instant si on a le temps. C'est un bout de code qui est très simple en fait. C'est une mémoire qui est accessible seulement au thread. C'est ce qu'on appelle local. Et ce qui est nouveau, en fait, la global memory, on l'a déjà utilisé. Ce qu'on a fait il y a dans le premier exemple, c'est un exemple de global memory en fait. Alors ce que je vais vous montrer, c'est un exemple dans un bout de code. C'est très simple. C'est une mémoire qui est accessible au thread seulement. Et ce qui va être plus ou moins nouveau, c'est la shared memory. C'est un peu ça ce qui va être avec une notation un peu nouvelle. On va voir le bout de code dans un instant. D'accord. Mais quand même, le shared memory, il est partagé à l'intérieur du GPU, c'est ça? Ces trois-là, ils sont à l'intérieur du GPU. La locale, la shared et la global. Mais le shared memory est le relatif au bloc en fait, plus. Donc, il est visible au sein du bloc. Mais Il n'est pas visible en fait pour n'importe quel thread. C'est un peu ça la nuance. dans un bloc. Oui, c'est juste dans un bloc. Mais vous faites pas trop attention à ça. On va revoir le code dans un instant. D'accord. Mais avant ça, je pense qu'il y a quelques petites notions à voir. Tout d'abord, un quiz. Alors, je sollicite l'attention des invités qui sont avec nous aujourd'hui. Atidel, Najla, Cyrine, Mametou, Siza, Sabrine et Céline Driss. Et je reviens vers le quiz. Je vais lire la première proposition et j'espère que vous allez m'aider avec les autres. Et on va voir si ces propositions-là sont correctes ou non. Alors, all threads from a block can access the same variable in that block shared memory. Je répète, tous les threads d'un bloc, ils peuvent accéder à la même variable in that block shared memory qui est présente dans la mémoire partagée. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Najla qui vient de parler. Il y a César. Céline, oui? Voilà. C'est correct ou c'est faux? Correct. Alright, correcto. Je suis d'accord avec vous. Je dirais que c'est correct. On va voir les réponses dans un instant. Les bonnes réponses. Alors, proposition suivante. Que vous voudrez tenter de la lire? Je peux? Oui, César, vas-y. Threads from two different groups can access the same variable in global
threads from two different blocks, des threads qui viennent de deux différents blocs, can access the same variable in global memory. Oui. Oui, hein, je dirais que c'est vrai. Hein. Normalement, oui. Des threads qui sont en provenance... Donc, je vais revenir vers le schéma, juste le schéma, je vais cliquer, tac. Donc, des threads qui sont de différents blocs, par exemple un premier et un deuxième, ils peuvent tous accéder à la global memory. Je dirais que oui, c'est vrai. D'accord. Je reviens. Une autre personne voudrait prendre la main. Je pense qu'il y a les deux... Cylindris. باهي الله يبارك. Threads from different blocks. Alors les threads qui viennent de différents blocs have their own copy of local variables in local memory. Les threads qui viennent de différents blocs. Chacun, il va copier, il va avoir des copies locales, des variables locales dans la mémoire locale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est oui, hein? Donc chaque thread, alors là, les threads, il va avoir sa propre mémoire locale. Alors les threads depuis les blocs, ils vont tous avoir leur propre copie en local dans la mémoire locale. Oui, c'est vrai, parce que chaque thread, il va avoir sa propre mémoire locale. Donc je dirais la mémoire locale, elle est relative au bloc, au thread. La mémoire locale, relative au thread. La mémoire shared, relative au bloc. Et la mémoire globale, elle est visible à tous. Dernière proposition qu'il voudrait prendre. Je pense qu'il y a Céline Marmette qui a contribué, qui voulait parler il y a un instant. Les threads d'un même bloc have their own copy of local variables in local memory. Alors, les threads de différents... là, c'est depuis différents blocs, et là, c'est depuis le même bloc. Oui. En fait ما يهمناش فيه thread en fait تابع نفس البلوك ولا بلوك مختلف. كلهم عندهم local memory نتاعهم. ما يهمش en fait ما يهمنيش ما يهمش اسكو الثريد تابع اي انا بلوك en fait يندرى من الثريد عنده ميموار لوكال خاصه به كل ثريد عنده ميموار لوكال هذه هي الفكره. Donc en fait l'idée c'est que on fait pas attention à notre thread où il est présent dans un même bloc ou bien dans des blocs différents. La seule chose qu'on retient c'est que chaque thread il possède sa propre mémoire locale. Et donc, je dirais que chaque thread, il possède sa propre mémoire locale. Donc, je dirais que c'est vrai. Essayons de voir la bonne réponse. All true, yeah! Perfect. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir parce que, oui, ils sont tous corrects. Parfait. Alors, si on va progresser un tout petit peu, tac, on arrive à la synchronisation. Donc, juste avant de voir un peu les exemples de bout de code, de mémoire partagée locale et globale, je vais vous prier de vous rappeler avec moi d'une notion qu'on a vue ensemble relative à la synchronisation. Donc peut-être que je vais faire la présentation. Alors, en fait, je pense que je pourrais faire le pointage. Alors, je pense que j'ai la possibilité de pointer pointeur laser. Non, j'ai la possibilité de faire un stylet. Parfait. Alors, tac, tac, voilà. Alors, threads can access each other's results through shared and global memory. Oui, c'est vrai. Shared, c'est avec un A. Alors, les threads, ils peuvent recevoir les données des autres threads à travers la mémoire partagée et la mémoire globale. Et donc, ils peuvent travailler ensemble.
Et comme vous savez, depuis le premier semestre, s'il y a des threads qui travaillent ensemble et qui peuvent changer un peu les données, un premier thread qui travaille, un autre qui va venir prendre le travail de son collègue, il pourrait l'écraser s'il n'y a pas de la synchronisation. Et si on a des threads qui vont travailler ensemble sur des données de mémoire, des espaces mémoire partagés, vous voyez, donc les choses, on pourrait avoir ce qu'on appelle des race conditions. Donc, what if a thread reads result before another and writes it? Donc, il se peut qu'un premier thread, il travaille. Donc, ce premier travail, il va venir et celui-là, il va venir après. Donc, il vient après. Donc, l'idée, c'est qu'il faudrait vraiment trouver un moyen de synchroniser. Et l'une des premières idée de synchronisation, c'est ce qui est appelé le barrier synchronization, si vous vous rappelez. Et la barrier synchronization, ce qu'elle permet de faire, tout simplement, c'est de mettre en arrêt un thread. Ce premier arrivé, il va s'arrêter. Et on va mettre en arrêt tous les threads. Et on ne passe à l'exécution de la prochaine étape que si tout le monde le termine. Vous voyez? Donc, point and the problem where threads wait. And all threads have, when all threads reach, then we could progress. Right. Parfait. Donc voici un bout de code, mes mesdemoiselles, et j'espère que ça sera aussi le cas pour mes messieurs qui vont être avec nous en partage de recording. Alors, voici un bout de code. En fait, on va faire un shift des éléments depuis un tableau. Donc on va prendre chaque élément de ce tableau-là et le shifter. Donc on va mettre le 6 dans le 5 dans le 4 dans le 2. On va écraser un peu les éléments. Donc pour faire ça, voici le bout de code. Int idx égale thread idx.x. On va prendre l'idée de chaque thread par exemple. Donc chaque thread il a un ID, donc le thread numéro 0, 1, 2, 3, etc. Et là, on va déclarer un espace mémoire partagé, shared. Donc ce qui veut dire que ce tableau-là, array d'entiers de taille 128, donc on va avoir 128 arrays, depuis par exemple 0 jusqu'à 127, ils vont être partagés, ils vont être visibles les uns pour les autres. Et l'opération qui va permettre de faire ça, c'est par exemple, le bout de code qu'on est en train de faire classiquement, c'est array of idx. Il va d'abord, ça c'est l'initialisation en fait. Chaque case du tableau, il va recevoir le numéro du thread, donc on va avoir un peu le remplissage 0, 1, 2, 3 jusqu'à 127. Et tant qu'on est en train inférieur à 127, on va faire ça. Ça, c'est l'opération qui va faire l'écrasement. Donc le array de thread idx, il va être écrasé par le array de thread idx plus 1. Hop, voilà. Et il est clair que s'il va y avoir un écrasement, on aurait besoin de faire de la synchronisation. Et la question qui se pose par ici, how many barriers does this code need? Alors, est-ce que vous avez une proposition sur les synchronisations, où est-ce qu'on pourrait les placer et combien de synchronisations on devrait avoir pour une bonne exécution? Alors vous donnez un chiffre, vous dites par exemple 1, 2, 3, 4, 5 synchronisations, qu'est-ce que vous en pensez? Pas de réponse? Alors. Oui, c'est ça. Oui? On peut demander le nombre de synchronisations qu'on peut mettre dans cette bout de code là. Oui, oui, oui. Je pense 2, non? 2. Bon, je vous remercie pour la proposition. 2 pour faire quoi exactement? Pourquoi vous avez proposé 2? Bon, la première pour c'est le if là. Le if? Oui. Et la deuxième synchronisation, ça sera après cette opération-là. Oui, après le code, après l'exécution du if, il va réinitialiser. D'accord. Alors, juste l'idée, c'est que je tiens à rappeler, merci pour la réponse, la proposition.
S'il y a d'autres personnes qui veulent, qui ont d'autres idées, j'accepte. Mais je tiens à rappeler que si on exécute en thread, ceci veut dire que tous les threads ils vont s'exécuter en parallèle en fait, n'est-ce pas? C'est un peu ça l'idée si on a des threads qui vont s'exécuter. Alors autant on pourra avoir de threads, autant on pourrait lancer de traitements. Par exemple, il se peut que je lance un bloc qui contient 128 threads. D'accord? Et ce bloc-là qui contient 128 threads, l'idée c'est que tous les 128 threads, ils vont être lancés tous en parallèle, tous en même temps. Et c'est pour cela que je vais récupérer donc les cases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à n. Elles vont toutes s'exécuter en même temps. Donc en même temps, je vais remplir ces threads-là. Il se peut qu'un thread il pourrait être plus rapide, donc là je vais commencer à les remplir. Donc je vais par exemple lancer le thread, disons que les 10 premiers threads sont arrivés, et les 10 autres ils sont pas encore arrivés. Hein. Je dis n'importe quoi. Donc les 10 derniers threads, ils contiennent encore des zéros, par exemple, si je les ai pas remplis. N'est-ce pas? Donc si jamais les 10 derniers threads ils sont pas encore remplis, ils contiennent des zéros, et que je vais commencer directement, puisque ce thread là il a terminé son travail, il va passer après au thread la même case et va commencer à recevoir la case d'après. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 6 dans 5, je vais peut-être avoir 0 dans 5. Vous voyez l'idée? Alors, si je vais faire la présentation, vous donner la solution, alors il s'avère que la synchronisation elle va être faite sur 3 niveaux. 3 levels. Le premier niveau, il va permettre de faire que no one thread reads until the initialization is finished. Donc là c'est l'opération, disons, donc là c'est la création de l'index, ça la déclaration de mémoire partagée, là c'est le remplissage. Et notre premier niveau de synchronisation, il va être ici. Après avoir terminé, je vais tout simplement écrire underscore sync threads. C'est cette instruction là qui va faire en sorte, si je vais l'écrire, sync threads, c'est cette instruction là, underscore sync threads, et j'ouvre une parenthèse, je la ferme, point virgule, c'est celle-là qui va faire en sorte qu'on va attendre que le remplissage il se termine. Ça c'est une barrier, it's a barrier synchronization. Et une fois que tout le monde a rempli, on va pouvoir passer à la suivante. En fait, le test, il n'est pas vraiment critique. C'est un test qui va juste nous permettre de partir vers l'index 127. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir 2 opérations par ici. La première, c'est une lecture en fait. On va lire tous les index qui sont à plus ou moins idx i plus 1. Donc on va lire tous les index plus ou moins qui sont suivants. Donc je vais lire le 6. Et je vais lire ce qui va venir en fait. Tous les index qui vont venir, par exemple, je vais lire le 2, 3, 4, 5, 6. Et les autres index qui vont être récepteurs, ils sont le 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça, c'est les index i. Et là, c'est les index, si je vais changer de couleur, et ça, c'est les index i plus 1. Vous voyez? Et si jamais, en fait, les threads s'exécutent en parallèle, je pourrais écraser, par exemple, je pourrais écrire, par exemple, le 3 par ici. Donc, je pourrais avoir 3, 3. Et les threads, ils vont plus ou moins écraser les travaux les uns des autres. Donc, l'idée, c'est d'avoir d'abord une lecture qui va se terminer. Et après, une écriture qui va se terminer. Alors, pour faire ça, au lieu de le faire automatiquement, on va décomposer cette écriture sur 2. D'abord, on va créer une variable temporaire. Alors, cette instruction-là, elle va partir vers ici. Int tmp, temps, elle va recevoir la lecture des index idx plus 1. Vous voyez? Donc d'abord, je vais lire tous les index idx plus 1, ces index rouges. Et ensuite, la deuxième opération, array adx, cette écriture, elle va recevoir tmp.
Et à chaque fois, je vais faire sync thread, async thread. Alors, c'est clair pourquoi j'ai fait ça? C'est bon? Oui? Non? Qui est le deuxième synchronisation? La deuxième synchronisation. Alors, je répète l'idée. L'idée, c'est que d'abord, on va attendre que tout le monde fait l'initialisation. Donc ça, on est d'accord. Tout le monde toutes les cases doivent être remplies. Sinon, je vais avoir des zéros qui vont être... si je ne vais pas attendre cette instruction-là, et que l'instruction qui est par ici, elle va s'exécuter, peut-être que ce thread-là, il va être très rapide, et il va consommer un zéro. Donc je vais devoir arrêter, attendre que tout le monde s'exécute. Après, là, j'ai une lecture des index i plus 1, idx plus 1, et là, j'ai une écriture dans notre tableau, dans les index i, idx. Donc, normalement, si je vais écraser le 2 dans le 1, je vais avoir 2 et 2. Ensuite, si cette opération-là, elle va s'exécuter rapidement, donc il se peut que j'ai 2, 2, et j'ai perdu la trace de l'ensemble des autres opérations. Donc il se peut que j'ai par exemple 5, 5, 5, 5 qui est copié plusieurs fois. Donc je vais exécuter d'abord ce thread-là, ensuite ce thread-là, 5 il va être copié là, je vais avoir 5. 5 il va être copié là, je vais avoir 5. 5 il va être copié là, je vais avoir 5. Et je pourrais avoir, si je réalise pas de trace, si je garde pas trace de cette valeur-là, à travers une variable temporaire, je pourrais avoir un écrasement entre tous les threads. Parce que j'ai pas vraiment de contrôle sur l'ordre d'apparition des threads et de leur exécution. Oui, donc c'est ça, on a ajouté le temps. Il va prendre la première index plus 1. Voilà, il va garder trace dans une variable temporaire. On appelle ça une copie explicite. Donc là, c'est implicite, c'est automatiquement. Là, on va spécifier nous-mêmes la variable temporaire. Et on va faire une synchronisation tout d'abord. On va attendre aussi que tous les threads, ils copient toutes les valeurs, on fait la synchronisation, barrière, et après on fait l'écriture, et on attend que tout le monde termine l'écriture, et on fait barrière. Voilà, c'est un peu ça l'idée. J'espère que mon explication a été assez claire, et je pense que j'ai un quiz. Bon, en fait, je pense que je n'ai pas donné de pause aujourd'hui, mais enfin, je pense que déjà j'ai beaucoup de choses à vous montrer et j'espère que vous arrivez à suivre. Je ne vais pas dépasser le temps. Alors, we can define explicit barriers. Donc là, on peut définir des barrières explicites. C'est ce qu'on a fait ici. Underscore sync threads, c'est une barrière explicite que nous écrivons nous-mêmes dans le code. Et il y a aussi les barrières implicites. Les barrières implicites, je vous rappelle que c'est des choses qui s'exécutent, des barrières qui sont placées dans notre code sans que nous ayons à l'écrire, et ça se passe avec les kernels en fait. Si vous avez deux kernels différents dans votre projet, un kernel A et un kernel B, en fait ces deux kernels là, l'exécution du kernel B ne va débuter que si le kernel A il se termine. Donc là c'est une synchronisation implicite. Donc je répète, le B il ne commence que si le A il est terminé. Ça, c'est par définition dans CUDA. Donc par là, on dit qu'on a une synchronisation implicite. Donc CUDA, elle permet de faire des calculs. Elle définit aussi des mémoires, des espaces mémoire. Elle permet aussi de faire la synchronisation, tout comme OpenMP. C'est un peu le même principe, les mêmes principes qu'on a vus durant le premier semestre sur CPU. Oui. Ok, alors là, j'ai un petit quiz. Et j'ai placé des sync threads là pour garantir que le code il va être plus ou moins clair. Alors là j'ai une fonction globale foo, donc là j'ai une mémoire partagée, shared, int, donc j'ai 1024 valeurs dans ma variable, dans mon tableau S d'entier. Donc j'ai 1024 entiers dans mon tableau. Et mon tableau il va être partagé entre tous les threads.
Et là, j'ai l'index i, il va recevoir idx de i, idx de x.x, donc ça c'est en fait l'index du thread. Donc je vais collecter l'ensemble des index. Je fais un sync thread. Entre ces différentes bouts de code là, il y en a ceux qui sont corrects, il y en a ceux qui sont pas corrects. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de s de i est égal s de i-1? Est-ce que c'est un bon bout de code ou bien est-ce que c'est correct ou non? Ça, c'est l'initialisation. Bon. Est-ce que c'est assez de placer sync thread après cette opération ou bien je dois faire quelque chose de plus? D'abord, on a mis la synchronisation avant que Uh-huh. l'initialisation. C'est ça? Mhm. La première synchronisation. Donc là c'est correct, je dirais que c'est correct. Jusqu'à là, vous faites pas trop attention à ce qui est jusqu'à ici, c'est pas notre problème. Alors, ce que je vous demande de regarder, c'est ces deux lignes là. Est-ce que vous pensez que ces deux lignes là sont correctes ou bien qu'il manque quelque chose? Alors si je vais revenir sur l'exemple précédent, vous voyez que cet exemple-là, pour écrire idx plus 1, la case suivante dans la case actuelle, j'ai dû décomposer ça en une case temporaire pour faire la lecture d'abord, et ensuite écrire cette case temporaire-là dans la case destination. Alors si je vais regarder par ici, là au lieu d'avoir un plus, j'ai un moins. Et en fait, c'est la même case, en fait. C'est la même idée. Donc là, je suis en train d'écrire la case i-1 dans la case i. Et je pense que le même problème, il va s'imposer. Parce qu'en fait, on aura besoin de d'abord garder trace des cases i-1. Et ensuite, faire l'exécution dans les cases i. C'est pour cela que, en fait... c'est une réponse qui est fausse et il faudrait tout d'abord la décomposer en deux instructions, int tmp par exemple, qui va recevoir les s de i-1. On fait un sync thread pour garantir que tout le monde est copié, et ensuite on fait s de i va recevoir tmp, n'est-ce pas? Donc ça c'est une mauvaise instruction parce que on garantit pas, surtout si on est dans un espace partagé, on garantit pas qu'il va y avoir une bonne lecture. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de cette deuxième instruction? If i modulo 2 de s de i. Alors, si je suis dans une case paire, s de i va recevoir s de i-1. Qu'est-ce que vous pensez de cette instruction-là? Est-ce qu'elle est correcte? Ou bien est-ce que je dois faire la même chose qu'ici? Alors là, je suis sur i. Là, le i, il va être écrit dans i plus 1. Ensuite, s de i-1, il va être écrit dans s de i. Je pense que cette case-là, elle va être écrite dans l'autre case. Donc je dirais que s de i plus 2, elle va être écrite dans plus ou moins... Bon, enfin, donc ce que je veux dire, c'est il va y avoir un décalage. Donc s de i moins 2, donc i-1, i-2, moins 2, et là c'est moins 3. En gros, cette case, elle va être écrite par ici. Celle-là, elle va être écrite par là. Donc ça, c'est les cases qui vont être consultées, et ça, c'est les cases qui vont être plus ou moins écrasées. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin de cette opération-là ou non?
Non, voilà, donc ça c'est une bonne opération. Et bah tout simplement parce que là j'ai pas d'écrasement, parce que là je considère seulement les cases paires. Donc si je vais considérer des cases paires, donc dans ce cas-là, la case paire i-2, i égale 0, i ainsi de suite. Donc vous voyez, donc là il y a un entrelacement qui garantit qu'il n'y a pas d'écrasement entre les threads. Donc là c'est OK, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que vous pensez pour la troisième opération? Oui, vous arrivez à me suivre? Alors là c'était la première, là c'était la deuxième. Donc la deuxième, en fait, la case 0 elle est écrite dans la case 1, la 2 elle est écrite dans la 3, la 4 elle est écrite dans la 5. Et bon, dans cette troisième ligne, donc le S de I, il va recevoir la moyenne de S de I-1, S de I plus 1 sur 3. Il va recevoir la moyenne de ces trois cases-là. Et ensuite, je vais faire l'affichage de S de I, S de 1, S de 2, est égal à un tel nombre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la synchronisation à la fin, elle va être assez, ou je devrais rajouter d'autres opérations? Vous pouvez vous inspirer de cet exercice-là, ce bout de code-là. C'est assez, c'est correct ou non? Alors, si vous vous inspirez de ce bout de code-là, qu'est-ce que vous allez dire? C'est pas correct. C'est pas correct, oui, c'est vrai. Parce que là, vous voyez, S de I-1, elle est déjà présente. On va l'écrire dans S de I, juste on va la diviser par 3. Vous voyez? Donc juste je prends S de I-1, je la divise par 3 et je la place dans S de I. Donc en gros, je devrais d'abord assurer la lecture, n'est-ce pas? Donc tout d'abord, je devrais prendre une variable TMP dans laquelle je vais placer S de I-1 plus S de I plus S de I plus 1 sur 3. Faire la synchronisation, tout comme ici. En fait, faire l'exécution, l'écrasement de S de I à travers TMP, faire la synchronisation, et après avoir écrit le tout dans S de I, on fait la synchronisation. Là, c'est obligatoire de faire la synchronisation. Après, on fait l'affichage, parce que si jamais on fait l'affichage rapidement sans synchronisation, on pourrait avoir des cases qui ne sont pas encore écrasées, qui ne sont pas encore modifiées, et les afficher à travers des threads. Donc là, on aura sync thread et sync thread deux fois, en fait. Voilà. J'espère que les choses ne sont pas trop complexes pour vous. L'exemple est un peu riche, donc je pense que certaines personnes ont quitté notre travail. Mais enfin. Bon, il est maintenant 12h02 minutes. J'avoue qu'il y a beaucoup de notions que je voudrais partager avec vous, mais je vais m'arrêter peut-être sur ce dernier diapo. Alors l'idée en gros, si on va avoir différents traitements, c'est de maximiser un peu les calculs et réduire les accès mémoire, parce que comme vous le savez, si on augmente la synchronisation, ça va causer une pénalité de retard sur notre exécution, parce que la synchronisation elle a un prix, c'est ce qu'on a vu durant le premier semestre. Et en gros, il faut savoir que les cartes graphiques, elles sont optimisées surtout pour pour le calcul. Et il y a des cartes graphiques qui peuvent toucher jusqu'à 3 trillions d'opérations de calcul, ce qui est équivalent à 3 teraflops. Les flops, c'est floating point operation per second. Floating point, c'est, disons, les nombres qui contiennent virgule. C'est des nombres à virgule flottante, je dirais. C'est les plus gros nombres qui sont définissables dans un ordinateur. Et en fait, les cartes graphiques, elles sont optimisées pour faire l'exécution de plusieurs gros nombres de calculs. Donc, all that power can be wasted if the arithmetic math used is spent on waiting for memory accesses. Et donc l'idée c'est de maximiser, en gros si on travaille sur les cartes graphiques, l'idée c'est de maximiser combien de maths
on réalise par rapport à combien de mémoire on consomme. Et pour faire ça, on pourrait adopter deux manières. Soit on maximise combien de calculs on pourrait être fait, get more computed operations, ou bien on optimise l'accès à la mémoire. Donc on minimise un peu le temps qu'on passe pour accéder à la mémoire. Et là, c'est à ce niveau-là que on va... so our goal is to spend less time on memory accesses, no matter how big or small it is. Donc c'est là l'opération qu'on va essayer de faire. Donc dans la suite... bon... Dans la suite, en fait, je vais pas trop prendre le temps avec vous aujourd'hui. Je préfère m'arrêter aujourd'hui avec ce qu'on a vu à ce niveau. Je pense qu'on a vu assez de choses. Alors, dans la suite des opérations que vous allez voir dans le code, plutôt dans la suite du code et des exemples du cours, on va voir un peu comment optimiser l'accès à la mémoire. Comment avoir ce rapport-là, ce ratio-là optimisé. Donc comment réduire l'accès à la mémoire pour en fait maximiser la puissance des cartes graphiques et les mettre à bon usage. Et voilà, donc avec ça, je préfère m'arrêter à ce niveau-là. J'espère que la séance n'a pas été trop lourde pour vous aujourd'hui. J'avoue que j'ai fait ça parce que il y avait beaucoup de choses que je voulais partager avec vous. Et voilà, je vous entends. Kao, merci. Klima في الآخر وكاو. Merci Cisa. Alors, vous allez avoir plusieurs autres espaces? Oui? Plusieurs? Oui. Je vous entends. Oui, Cisa. قلت يعطيكم الصحة يا جماعة. En fait, les espaces là, donc plutôt les espaces de cours. J'espère que vous voyez mon écran. Alors, les espaces de cours, je pourrais essayer de vous donner un peu des idées de bases de données ou bien de bouts de code qui sont à la fois accessibles, que vous pouvez consulter et essayer d'expliquer pour les projets. J'espère que en fait d'ici la semaine prochaine vous allez pouvoir nous donner une idée sur les projets que vous allez choisir. Bon, je sais pas dans la liste des personnes qui sont avec nous aujourd'hui, des personnes qui ont déjà commencé à choisir des projets. Atidel, Najla, Cisa, bon Cisa a parlé de matrice, Sabrine et Céline Gates. Comment? Mazalna. Pardon? Ah, machine learning. Ouais, bah, الصوت مش واضح سامح. C'est vrai, صحيح Haïma. Bon, les projets peuvent être un peu complexes, mais la première chose, c'est que en fait, vous pouvez nous partager un lien du projet que vous pensez intéressant. Donc en fait, là, Your First Presentation Submission, donc là, vous pouvez quelque part décrire le projet que vous avez choisi. Donc je vais activer cette... bon, en gros, Your Project Presentation. View single. Bon, si je vais revenir... Bon, j'en ai pour 2 minutes, hein, pas plus. On termine normalement à 12h10. First Presentation Submission. Voilà, donc là, c'est la présentation de votre projet. En gros, vous allez avoir 3 questions. Vous allez choisir plus ou moins... Ça pourrait nous donner une idée sur les références que vous voulez choisir. You could submit 3 references. Les décrire un peu brièvement. C'est quoi votre but? Et ce que vous attendez, the expected results, c'est un peu, donc c'est ce que je vais activer. J'espère que vous allez soumettre un peu, considérer la soumission des résultats et on pourrait discuter ça. Donc là, je vais afficher cette soumission là, voilà. Et si vous faites une description de certains liens, je pourrais les consulter et on pourrait raffiner un peu les bonnes sélections.
Voilà. Donc j'espère qu'avec ça, les choses elles sont plus claires. Ok? Oui. D'accord. Il me reste vraiment à avoir. Je voudrais bien avoir tout l'ensemble de la classe. Malheureusement, j'ai pas toute la classe. Je vais essayer de recevoir l'ensemble de la classe et bah je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir patienté autant aujourd'hui. Sans pause. Bah bon courage pour la suite. C'est يعطيكم الصحة يا جماعة يعيشكم السلام عليكم bonne journée à vous. تحياتي